Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un café avec Cyril Aouizerat. Cyril est un ancien professeur de philosophie devenu entrepreneur à succès. Il a notamment cofondé les enseignes Mama Shelter en France, mais aussi à l'étranger, avant de lancer en 2017 le concept du Mob Hotel. Et c'est ce dont il va nous parler aujourd'hui. Cyril est un artisan hôtelier, un brin rêveur. J'ai beaucoup aimé échanger avec Cyril et comprendre l'ancrage local du Mob Hotel à Saint-Ouen et tant d'autres choses dont on sera amené à parler dans l'épisode. J'espère que ces 20 minutes passées en compagnie de Cyril vous plairont autant qu'à moi. Bonne écoute à vous. Bonjour Cyril. Bonjour. Je suis ravie d'être ici au Mob House à Saint-Ouen pour parler de cet univers que vous avez créé. Je vais vous inviter d'abord à vous présenter s'il vous plaît. Eh bien, je m'appelle Cyril Aouizerat. Je suis le fondateur des Mob Hotels. Voilà, je suis un papa de 4 enfants, marié avec une princesse qui est ma femme. Et j'ai 2 chiens, un chat. Voilà, bon, ça me résume assez. Et vous avez donc créé les Mob Hotels il y a quelques temps maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail et nous dire aussi comment vous êtes arrivé au secteur de l'hôtellerie, parce que ce n'était pas du tout ce vers quoi vous vous destiniez initialement? Alors, c'est vraiment comme dans beaucoup de vies de chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est vraiment des rencontres qui m'ont amené à sauter le pas et de me passionner pour la question de l'hôtellerie, que je prends plutôt comme une mission presque, je dirais spirituelle, biblique, peu importe le mot qu'on peut y accrocher. Mais j'ai commencé vraiment à partir des années 2000 en fait, à réfléchir à ces sujets-là. À l'époque, j'étais associé avec Serge Trigano, qui était mon associé pendant 14 ans à peu près, où nous avons créé à l'époque donc le Mama Shelter rue de Bagnolet à Paris dans le 20e. L'époque était un peu différente, très différente d'ailleurs. C'était une époque où les sujets économiques étaient sur les questions de low cost. Il y avait à l'époque, vous savez, toute la fin des années 90, les compagnies low cost, c'était un peu le mot magique, comme aujourd'hui l'ubérisation, etc. Donc on a voulu créer entre guillemets un palace low cost. C'était un peu ça le résumé du projet de Mama. Donc j'ai beaucoup travaillé parce que bon, évidemment, ça a été très compliqué de convaincre tout le monde qu'on pouvait faire un projet là. Et donc j'ai fait ça. On a ouvert en 2008 le premier Mama. Donc j'ai mis quand même 7 ans pour réussir à sortir le premier. Et puis après, on a fait Marseille, Lyon, Bordeaux, Los Angeles. Et à ce moment-là, mon associé Serge a voulu s'associer, faire entrer le groupe Accor au capital de notre entreprise. Et donc j'ai préféré partir à ce moment-là parce que sans avoir de choses négatives contre eux, mais sans avoir non plus des choses très positives sur eux, j'ai préféré quitter ce projet. Et comme j'avais entre-temps créé un petit univers à moi, une sorte d'MJC à Brooklyn, autour d'un restaurant vegan que j'ai créé en 2008, je me suis... Pour tout vous dire, j'étais un peu déprimé quand même de cette énergie mise sur ces projets et puis de cette fin un peu shakespearienne, je dirais. Donc, je suis reparti là-bas. Et c'est là-bas que je me suis dit, mais bon, Cyril, il faut maintenant, de cet univers que tu as créé, avec toute une communauté de nouveaux entrants sur les questions des fermes
qui était reprise dans l'État de New York. On était une plateforme de vente de fruits, de légumes, etc. Je me suis dit, mais en fait, il est en train de se jouer quelque chose là. Et peut-être qu'on peut tenter de le faire en France. Et c'est comme ça que j'ai essayé de prendre cette énergie de Mob, qui était mon resto et mon lieu de concert, mon lieu de poésie à Brooklyn, et que j'ai retraversé l'Atlantique en sens inverse, et que je me suis posé ici à Saint-Ouen. Voilà. Pour un concept bien différent de celui des Mama Shelter. Vous l'avez dit, moi ce qui m'a marqué en premier quand j'ai commencé à préparer l'interview, c'est avant tout l'ancrage local du Mob et le lien que vous essayez de tisser, que vous tissez d'ailleurs, vous essayez pas, vous le faites, que vous tissez avec les associations, etc. Ça c'est complètement nouveau quand même dans le secteur hôtelier. Oui, alors moi je pense que c'est tellement évident que ça me paraît logique, mais c'est vrai que nous, en arrivant à Saint-Ouen, et c'est sur l'ensemble de mes projets, d'ailleurs je fais la même chose, on arrive dans un territoire qui a une histoire sociale, une histoire politique, une histoire culturelle. Évidemment que j'ai choisi Saint-Ouen parce qu'il y a 150 ans, nos ancêtres avaient déjà anticipé l'enfer de la surconsommation. Donc la question des puces, c'est quand même, il n'y avait pas le dérèglement climatique, il n'y avait pas, si vous voulez, l'enjeu, si vous voulez, du vivant que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y a 150 ans, il s'était juste dit que c'était complètement débile, si vous voulez, de surconsommer et qu'il valait mieux restaurer des objets. Donc évidemment que je ne suis pas arrivé à Saint-Ouen par hasard. Je me suis dit, évidemment, là, il y a un écosystème. C'est en plus les plus grandes puces du monde. Donc je me suis dit, là, voilà, on est dans un écosystème qui est lié à une histoire sociale aussi. C'est quand même une ville qui a été, notamment après la guerre, à bastion du Parti communiste. Donc, si vous voulez, tous ces éléments-là, avec une dynamique culturelle, je voulais surtout pas être dans Paris. Parce que je fais partie de ceux qui sont si vous voulez, je dirais pas en résistance, parce que c'est un grand mot, mais je pense que Paris est en train de sombrer, si vous voulez. Et donc je savais que je voulais pas être dans le cœur de Paris. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là, et que directement, j'ai fait appel, par exemple, à des associations comme Casa 93. Ils sont venus pendant plus de 3 ans s'installer chez nous, à un moment où ils n'avaient pas de lieu. Et donc, on leur a offert un espace pour qu'ils puissent, on les a incubés, comme on dit aujourd'hui, si vous voulez, pour qu'ils puissent commencer leur activité. Là, maintenant, on est content, ils ont pu avoir leurs propres locaux dans le 18e. Mais c'est un peu ça l'idée, si vous voulez, c'est d'utiliser le Mob pour faire des projets qui nous paraissent faire sens du point de vue social, mais qui ont aussi un impact sur l'écologie, parce que le gros travail que fait Casa et Nadine, notamment la créatrice du lieu, mais c'est aussi sur les impacts de la mode sur le dérèglement et sur l'appauvrissement de notre terre. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve là, dans le lien que nous faisons avec la pensée dans l'écologie, qui est celle de l'écologie sociale, qui est, si on le résume à l'extrême, celle de Murray Bookchin. Et c'est à celle-là que nous nous sentons le plus proches par rapport à d'autres courants de l'écologie, que nous trouvons peut-être des fois trop, si vous voulez, dans un catéchisme, vis-à-vis duquel on a une certaine défiance. Voilà. Donc il y a aussi tout ce travail qu'on fait avec les associations, d'autres associations d'insertion, des associations aussi puisqu'on a, comme vous le savez, créé une 40aine de potagers, et on prétend pas, vous voyez, je dis toujours, quand on crée nos potagers, on prétend pas que les gens vont pouvoir se nourrir avec ces potagers, mais le simple fait de proposer chaque année à des voisins d'avoir leur petit lopin de terre pour y planter des plants de tomates, un peu de basilic, d'aromates, etc. Ça leur fait comprendre la question du vivant. Et surtout chez des communautés qui ne sont pas habituées à la question de la terre, de la production, également du hasard de la nature, qui fait que vous pouvez être en juin avec des pousses de tomates qui sont super belles, et puis d'un coup vous avez un coup de froid ou beaucoup trop de pluie et vous avez des champignons, et puis vous êtes obligé. Donc ça leur fait comprendre que la réaction que souvent ont beaucoup de gens
de dire le kilo de tomate est trop cher ou le kilo de pomme est trop cher, etc., etc. Évidemment que on peut tous se révolter devant la cherté de la vie, mais rémunérer le vivant, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et donc nous, on essaie à chaque fois, si vous voulez, sans faire de morale, parce que je crois beaucoup à ça. Je pense qu'il y a suffisamment dans la vie des gens qui leur font la morale toute la journée, pour qu'en plus, quand on arrive dans un lieu, on vienne se prendre dans la gueule un coup de morale. Donc c'est pas tout à fait le style de la maison. Mais voilà, on essaie d'entraîner avec nous, les voisins, nos voyageurs, sur une dynamique positive, parce que je pense que, et c'est en cela aussi où j'ai quelques différends avec certains de mes camarades dans l'écologie, c'est que je pense qu'on n'arrivera à rien avec un discours, si vous voulez, de chaos, qui coupe les jambes. Et nous avons beaucoup de jeunes qui sont issus des mouvements associatifs, disons radicaux, Extinction Rébellion et Deux Açores, et on les récupère dans un état psychique dramatique. Donc je pense qu'il y va de la responsabilité des gens qui pensent la question du vivant, de donner des photos qui soient audibles, et qui permettent si vous voulez, d'entraîner les jeunes générations, mais pas que les jeunes générations, dans quelque chose qui est positif. Je vous rejoins tout à fait, on partage la même vision de l'écologie. Vous d'ailleurs, vous avez une ferme, n'est-ce pas ? Oui, à Saint-Rémy-l'Honoré, c'est une petite ville dans les Yvelines. Mais c'est chez vous, c'est pas public. Non, c'est chez moi, ouais. Je produis mes propres légumes. J'ai un ami, un voisin qui a des chèvres et qui fait un fromage de chèvre exceptionnel. Mais le problème, c'est que il faudrait que je sois tout le temps là-bas, puisqu'évidemment on peut pas laisser les animaux. Vous voyez, ça fait partie. J'ai vu depuis 15 ans, 20 ans que je m'intéresse à ces questions. J'ai vu tellement d'histoires belles et aussi d'histoires tragiques, de gens qui vont avoir une image totalement romancée, si vous voulez, de ce que c'est une exploitation agricole, et finalement de sombrer, parce que s'occuper du vivant, que ce soit un maraîcher avec un peu d'élevage, parce qu'aujourd'hui il faut mixer beaucoup de choses pour pouvoir rendre rentable une petite ferme. Il faut tout faire, il faut faire de l'élevage, il faut faire du jus de pomme, il faut faire des vergers, mais ça occupe 20 heures par jour. Donc tout le monde n'est pas capable de le faire, et quand on s'en sent pas capable pour des raisons d'organisation, ou même des raisons, parce que des fois il faut être deux pour reprendre une exploitation, il faut vraiment bien réfléchir, parce que c'est pas l'image toujours bucolique qu'on peut avoir. Il faut se lever tôt, on part pas en vacances, faut être là tout le temps. Il faut être présent, très présent. Donc voilà, mais effectivement j'ai besoin de ça d'ailleurs, parce que si j'étais que dans le milieu urbain, je pense que alors c'est peut-être l'âge aussi. Je pense que j'ai 53 ans, donc je pense aussi, il y a aussi peut-être quelque chose qui relève de l'âge. J'étais sans doute pas comme ça quand j'avais 20 ans, et donc peut-être qu'aujourd'hui j'ai un côté peut-être des fois plus misanthrope, qui fait que quand je suis tout seul, chez moi avec mes chiens, et que je me promène, ou quand je produis, ou je fais mes pousses au printemps, etc. Puis, il y a peut-être aussi une question d'âge, je l'avoue. C'est possible. Alors vous le disiez, à New York, vous aviez un restaurant, vous avez quand même importé ça au cœur des mob hôtels, puisque au sein de tous vos hôtels, il me semble, il y a quand même un véritable engagement sur la cuisine qu'on peut y manger, sur les aliments, sur la sélection des aliments. Déjà, et ça c'est un choix que j'ai fait dès le départ. On est d'ailleurs aujourd'hui encore le seul hôtel en Europe à être certifié en agriculture biologique. Voilà. Alors ça paraît rien, et encore une fois je prends du temps pour l'expliquer. C'est pas parce que je considère que la certification en agriculture biologique règle tous les problèmes, mais ce que je voulais, c'est que je ne voulais pas participer, quand on commande nos tomates, tous nos produits pour le restaurant, je voulais pas participer ou accélérer la destruction du vivant. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux, comment je peux, qu'est-ce que j'ai entre les mains
qui me permet de me dire, quand je commande, évidemment je participe à des règlements du vivant, mais je choisis en tout cas quelque chose qui est moins destructeur que si j'achetais mes légumes, vous voyez, dans des coopératives qui utilisent évidemment tout ce qu'on n'a plus envie d'utiliser. Donc j'ai opté pour ça dès le départ. C'est pas si simple, hein. Ça veut pas dire une fois qu'on a dit on veut être en agriculture biologique, voilà. Donc ça nous a pris quasiment 2 ans, voire 3. Donc là aujourd'hui tous nos hôtels sont certifiés agriculture biologique. Ensuite on a voulu produire nos propres shampoings, nos propres savons, nos propres crèmes, etc. Donc on a été à Draguignan dans une famille qui dirige Soin de Soi, une petite famille et donc on travaille avec eux et c'est eux. Et ça par exemple ça nous a pris 3 ans de créer notre propre produit. On voulait en plus que ce soit certifié organique. Et donc on est passé aussi par la certification. Et vous voyez, ça c'est par exemple 3 ans de travail pour arriver à ce que les produits aient quand même une odeur, parce que vous voyez par exemple l'après-shampoing, c'était un gros sujet parce que soit ça rinçait pas, soit ça avait une odeur d'avoine ou de foin. Bon, donc tout ça nécessite beaucoup de travail et ça nous a pris du temps, mais maintenant ça y est. Vous voyez, donc en fait, on se donne, nous, avec l'ensemble de ceux qui travaillent avec moi, on se donne des objectifs. On se dit voilà, maintenant on passe à ça. Et une fois qu'on sait faire, on le fait. Voilà un peu comment on travaille sur ces sujets. Très intéressant, finalement, un peu comme on travaillerait aussi au jardin. Oui, un peu, ouais. Oui, disons qu'on essaie pas de griller les étapes. On pourrait, par exemple, on pourrait se dire, on va acheter un savon bio. Bon, sauf que, pour nous, le sujet, c'était, on voulait fabriquer en France, parce que vous avez des savons bio qui sont faits, je sais pas, en Angleterre, à Londres, en Allemagne, ou je sais pas où. Bon, donc, on s'est dit, et on voulait en même temps soutenir un projet artisanal. Donc on s'est dit, voilà, donc déjà il fallait trouver Soin de Soi, les rencontrer, voilà. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis après, une fois que vous avez essayé vos produits, voilà, soit la texture vous plaît pas, soit l'odeur vous plaît pas, voilà. Puis après, il faut mettre en place le processus de livraison pour justement qu'on ait des grosses quantités pour que ensuite dans toutes les chambres, vous avez des petits pots en verre qui sont accrochés. On remplit les pots en verre. Faut penser aussi à la dureté de travail des femmes de ménage. Donc, faut pas non plus leur donner des trucs qui soient pas portables. L'écologie sociale, c'est aussi ça. C'est pas uniquement penser aux vivants au sens la forêt d'Amazonie et n'avoir rien à foutre de la dureté de la vie que ça implique pour d'autres personnes. Vous voyez, c'est pour ça que souvent je parle je dis que je m'inscris dans la filiation de l'écologie sociale parce que ça c'est de ne pas opposer justement la question du vivant avec des personnes vivantes. Voilà. Et ce que j'entends trop souvent dans un discours de certains de mes camarades qui en arrivent à avoir une espèce de détestation de l'espèce humaine, voilà, avec l'idée de dire un moustique égale une abeille égale un chat égale un homme, si vous voulez. Bon, sur le fond, mais enfin, on sait tous très bien que la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'humanité est responsable de la destruction du vivant, en ayant sa part de destruction du vivant, c'est parce que nous sommes des hommes que nous pouvons nous poser la question et essayer de voir comment on peut faire. Si nous étions vraiment un moustique ou un chat, etc., on ne pourrait pas se poser vraiment la question de notre impact sur la question du vivant. Donc voilà, donc nous on essaie encore une fois là on travaille par exemple sur les questions énergétiques, on travaille beaucoup avec Enercop pour produire notre propre énergie. Évidemment qu'on n'arrivera pas à produire 100% de notre énergie, mais comme je dis avec nos équipes, si on peut ne serait-ce que, vous voyez, sur Bordeaux par exemple, on va, je pense, réussir à créer quasiment 38-40% de notre énergie avec des panneaux photovoltaïques sur la toiture de notre halle. Donc ça on le fait évidemment. Quand on travaille sur la question de la construction et d'avoir des labels en construction passive, eh bien on travaille sur ça. On comprend bien d'ailleurs qu'il n'y a pas de solution miracle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution technique, si vous voulez, que vous pouvez appliquer partout dans le monde. Et d'ailleurs ceux qui le disent sont des menteurs. Moi maintenant ça fait 10 ans
qu'on travaille ces sujets, en fait, vous pouvez avoir un impact sur la question de la construction à Nice qui n'a rien à voir avec Bordeaux, qui Bordeaux n'a rien à voir avec Paris. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois, il faut repartir à zéro. Et il faut refaire des études, il faut repartir à zéro. Et tous ceux qui disent c'est bon, on a trouvé la solution, il faut construire comme ça, en fait c'est faux. Voilà, il n'y a pas de solution miracle, il y a une solution adaptée. Déjà, il y a la question du terrain. Qu'est-ce que j'ai sur le terrain ? Est-ce qu'il est dénivelé ? Est-ce qu'il est plat ? Est-ce que j'ai un problème de surdensification de béton autour de mon projet ? Donc en fait, ça veut donc dire que sur chaque projet, et c'est ce que nous faisons, nous essayons de voir comment on peut limiter au maximum de notre connaissance l'impact négatif que nous pouvons avoir. Et en même temps, parce que je sais que ceux qui vous écoutent sont pointus sur la question de l'écologie, je suis honnête. La vérité, c'est que quand bien même demain je serai certifié en agriculture biologique sur mon restaurant, mes produits, construction passive, Enercop, etc., mes projets participent à la destruction du vivant. Voilà. Donc en réalité, si j'étais totalement en cohérence avec ce que je pense de l'état du monde, je devrais arrêter de faire des projets. Alors j'ai opté pour un entre-deux, pardon, j'ai opté pour un entre-deux qui est de m'auto-limiter sur le développement, c'est-à-dire qu'en fait on dit non à peu près à 99,99% des projets qu'on nous propose. Et de demandes, c'est-à-dire de gens qui ont des terrains, des promoteurs, je sais pas, des villes, etc. Donc, avec mon équipe et moi, on s'est dit, en fait, on acceptera que les projets qui nous parlent, que les projets avec des gens avec lesquels on a envie de travailler. Voilà. Et donc, ce qui fait que on a quelques projets, mais comme je mets à peu près, ici, j'ai mis 5 ans pour le faire. Donc, oui, j'ai 53 ans, je vais pas en faire beaucoup. À ce rythme-là. Voilà, donc voilà le choix. Donc, c'est pas très héroïque. C'est-à-dire que je pourrais dire, j'arrête de faire ça et je rentre en résistance et tout ça. Donc, j'ai pas le courage psychique ou social de prendre cette décision parce que, en même temps, je ne suis qu'un homme et je n'arrive pas à trouver, si vous voulez, le point de régulation entre le fait que le matin, j'ai envie de faire des choses, et la nuit, je déprime, comme nous tous, enfin comme je pense beaucoup de gens. La nuit, je suis un peu pessimiste, un peu... donc la nuit, je vois tout en noir, comme on dit. Et puis le matin, je me dis, quand même, on va faire des choses, faut pas déconner. Et donc voilà, j'ai appris à gérer peut-être ma personnalité ou pas, mais enfin je pense qu'on est tous traversés par ces sujets-là. Est-ce qu'il faut que je m'achète un pantalon ? Est-ce que j'ai vraiment besoin du pantalon ? On traverse tous la on même traverse chose. tous les mêmes... et moi je préfère le dire et dire que j'essaie de créer un paradigme qui nous est peut-être un peu propre à moi et l'équipe, mais... voilà, je pense que honnêtement, si vous imaginez le nombre de propositions que j'ai d'investisseurs qui veulent faire 150 hôtels dans le monde, etc., je les remercie toujours, parce que ça fait toujours plaisir. Bien sûr. Mais ça fait aussi plaisir de dire non. Voilà. Génial, merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus, c'était très intéressant. J'aurais aimé poursuivre, mais je pense que pour ce café, on est dans les temps. Oui. C'était un plaisir. Merci beaucoup et j'espère merci. qu'on aura l'occasion de faire une deuxième version d'ici quelques années. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.